En 2009, l'archéologue Lauren Davis se tenait au bord de la rivière Salmon, dans l'ouest de l'Idaho, examinant ce qui ressemblait à un endroit banal. La terrasse fluviale semblait calme et ordinaire, le genre d'endroit que les habitants et les éleveurs traversaient depuis de nombreuses années, remarquant parfois des pierres inhabituelles émergeant de la boue. Lorsque Davis et ses collègues de l'Oregon State University ont commencé leurs fouilles minutieuses, ils ne pouvaient pas imaginer qu'ils se trouvaient au seuil de quelque chose qui transformerait la compréhension scientifique. Ce qui gisait en dessous allait s'avérer être le site d'habitation humaine vérifié le plus ancien, découvert en Amérique du Nord. Avant de révéler ce qui était resté caché dans ces terrasses anciennes et comment les preuves génétiques ont finalement confirmé quand les humains sont vraiment arrivés en Amérique. Si vous souhaitez suivre ces explorations du passé lointain de l'humanité, veuillez vous abonner et activer les notifications afin de ne manquer aucune découverte avec Stratafiles. L'emplacement porte le nom de Cooper's Ferry, bien que le peuple indigène Nez Perce ait toujours reconnu cet endroit comme Ni-Pêche, un village ancien enregistré dans leurs histoires traditionnelles transmises à travers le temps. L'archéologie a passé des générations à rejeter de tels récits oraux comme du folklore. Cependant, les travaux à Cooper's Ferry démontreraient que la mémoire collective Nez Perce remonte plus loin que les pyramides, plus loin que l'ère glaciaire, plus loin que les chercheurs ne croyaient même concevable. Le groupe de Davis a commencé par travailler sur les couches de surface. Ils ont découvert ce qu'ils s'attendaient à trouver, des pointes de projectiles Clovis, ces pointes de lance rainurées caractéristiques qui avaient représenté les premiers Américains pendant près de 100 ans. La datation, par des méthodes au radiocarbone, plaçait ces objets à environ 13 000 ans. Cela correspondait parfaitement à ce qu'enseignaient les manuels. Les populations Clovis avaient traversé le pont terrestre de Bering, étaient passées par un passage libre de glace entre d'énormes glaciers canadiens et étaient devenus les premiers humains en Amérique. La théorie semblait sûre et établie. Puis l'équipe a continué à creuser vers le bas. Sous le niveau Clovis, ces pointes rainurées familières ont disparu. La terre a changé de caractère. Dans le sédiment plus sombre et comprimé en dessous, ils ont commencé à trouver des choses qui n'avaient rien à faire là. La première découverte importante fut un foyer. Ce n'était pas le résultat d'un incendie naturel. C'était une structure délibérément construite. Un creux creusé dans le sol, entouré de pierres fracturées par la chaleur destinée à retenir et à diffuser la chaleur. À l'intérieur, ils ont découvert du charbon de bois, du bois qui avait été brûlé par des mains humaines des millénaires auparavant. Autour de ce foyer se trouvaient de nombreux outils en pierre et d'innombrables éclats de débris lithiques, les restes incroyablement tranchants laissés par des artisans qualifiés. Ce n'était pas un simple point d'arrêt pour un chasseur itinérant, c'était une zone de travail où les gens résidaient, travaillaient et préparaient leur nourriture. Puis les armes sont apparues. Ce n'étaient pas des pointes Clovis, elles avaient des tiges avec des lames présentant une pointe effilée à une extrémité et une tige délibérément façonnée à l'autre, créée pour être fixée à des manches en bois. Les archéologues reconnaissent cela comme la tradition à tige occidentale. Le groupe a finalement collecté 189 objets en pierre des niveaux les plus bas, dont 27 outils complets. Parmi ceux-ci se trouvaient 13 de ces projectiles à tige, ainsi que des lames, des grattoirs et des outils supplémentaires. Cependant, le détail le plus significatif n'était pas simplement ce qu'ils ont découvert, mais la manière de la découverte. Ces outils ont été localisés dans des fosses culturelles, des trous intentionnellement creusés où les gens avaient y stocké des outils de haute qualité, les enterrant pour les protéger. On ne stocke pas d'équipements précieux dans un endroit qu'on ne visite qu'une seule fois. On le stocke dans des endroits qu'on connaît, des endroits en qui on a confiance, des endroits où on a l'intention de revenir. Cela révélait une familiarité étroite avec le terrain et une utilisation répétée à travers de nombreuses générations.
lorsque Davis a soumis des échantillons de charbon de bois du foyer à des laboratoires pour analyse au radiocarbone, les résultats ont démoli la chronologie acceptée. Les dates sont revenues montrant une fourchette entre 15 000 et 16 000 ans avant le présent. Il convient de noter que l'expression « avant le présent » abrégée en BP est utilisée plutôt qu'il y a des années en raison des normes scientifiques. Les dates BP sont mesurées par rapport à l'année 1950 lorsque la datation généralisée au radiocarbone a commencé. Cette colonie avait été occupée 3000 ans avant même que la culture Clovis ne vienne à l'existence. Cela présentait un énorme problème géographique. Il y a 16 000 ans, dans le passé, le passage bien connu libre de glace à travers le Canada n'existait pas. Les calottes glaciaires, laurentides et cordillériennes avaient atteint leur plus grande étendue, dépassant 1 mile d'épaisseur dans certaines zones, formant une barrière infranchissable de glace s'étendant de l'Alaska jusqu'au Montana. Même si une ouverture étroite était physiquement apparue, des recherches biologiques récentes démontrent que ça aurait été une terre désolée et boueuse, dépourvue de plantes ou d'animaux nécessaires pour soutenir les voyageurs. Le passage était scellé. Si des gens habitaient l'Idaho il y a 16 000 ans, ils ne pouvaient pas y avoir voyagé à pied. Ils devaient être venus par un chemin entièrement différent. La réponse a émergé lorsque le groupe a étudié les outils eux-mêmes. Les pointes à tiges de Cooper's Ferry avaient été façonnées à partir de silicate cryptocristallin, une pierre de qualité supérieure qui se brise comme du verre et produit des bords plus aigus que l'acier chirurgical. Cette substance n'existe pas naturellement sur le site. Elle devait être obtenue de sources géologiques particulières situées à des miles de distance, démontrant que ces gens étaient mobiles, organisés et suffisamment informés sur les ressources pour rechercher les meilleurs matériaux. Pourtant, la véritable révélation concernait le design. Ces pointes à tiges apparaissaient presque indiscernables des outils du Paléolithique supérieur tardif découverts à Hokkaido, au Japon, datés d'environ 20 000 ans dans le passé. Les méthodes de production correspondaient exactement. Les deux traditions employaient des approches de réduction de noyaux identiques. Les deux produisaient des ébauches d'éclats prédéterminés utilisant des méthodes similaires au Levallois. Les deux rejetaient le style rainuré qui finirait par caractériser Clovis, préférant des bases à tiges créées pour des techniques de fixation alternatives. La signature technologique était indéniable. Les premiers Américains à Cooper's Ferry apportèrent des traditions de travail, de la pierre directement d'Asie du Nord-Est. Et parce que la route terrestre était obstruée par la glace, une seule méthode existait pour qu'ils arrivent en Idaho, par embarcation. Cela valide ce que les chercheurs appellent l'hypothèse de l'autoroute du Varech. Tout au long du dernier maximum glaciaire, alors que le Canada gisait enseveli sous des calottes glaciaires dépassant 2 miles d'épaisseur à certains endroits, le littoral du Pacifique restait accessible. Plus important encore, il était exceptionnellement abondant. Les forêts de Varech s'étendaient sur des milliers de miles, générant un écosystème abondant en poissons, phoques, loutres de mer, coquillages et oiseaux marins. Pour une culture maritime, ce que ces groupes étaient, manifestement, ce n'était pas un obstacle, c'était une autoroute du Varech. Commençant, il y a environ 17 000 ans, les groupes ont commencé à faire du saut d'île, en île vers le sud depuis la Béringie, la masse terrestre désormais submergée qui reliait la Sibérie et l'Alaska. Ils poursuivaient l'abondance, établissant des camps le long du littoral, puis avançant plus au sud. Le bassin de la rivière Columbia, où se trouve Cooper's Ferry, aurait servi de premier point d'entrée majeur vers l'intérieur. La rivière Salmon, abondante en poissons, frayant chaque saison, les aurait attirés en amont, de façon répétée, vers cette terrasse précise. Cependant, ils ne pêchaient pas uniquement.
Distribué parmi les outils en pierre, le groupe a découvert 86 fragments d'os. Ce n'étaient pas des fragments de cerf ou d'élan, c'étaient des fragments de dents d'une variété éteinte de cheval de l'ère glaciaire appelée Equus. Cela représente la preuve irréfutable. Ces fragments ont été localisés en connexion directe avec les outils en pierre et les foyers dans les strates culturelles établissant que les résidents de Cooper S. Ferry chassaient et dépeçaient de la mégafaune qui a disparu à la fin de l'ère glaciaire. C'est à ce point que l'ADN fait partie du récit et relie l'archéologie aux gens contemporains. En 2014, le généticien Eske Willerslev a séquencé le génome de l'enfant Danzig, un nourrisson enterré il y a 12 600 ans au Montana, aux côtés de plus de 100 outils, Clovis et recouvert d'ocre rouge. Le garçon est devenu la pierre de Rosette de la génétique amérindienne. L'examen de Willerslev a révélé qu'environ 80% de tous les Amérindiens contemporains, du Canada jusqu'au Chili, sont des descendants directs de la lignée de ce garçon. L'ADN a révélé quelque chose d'essentiel. L'enfant Danzig possédait environ un tiers de son génome en commun avec un garçon de 24 000 ans de Malta, en Sibérie, près du lac Baïkal. Le reste provenait de populations ancestrales d'Asie de l'Est. Cela indiquait que des groupes de Sibérie et d'Asie de l'Est se sont rencontrés et se sont mélangés il y a plus de 25 000 ans, produisant une population fondatrice distinctive qui est restée isolée en Béringie pendant des milliers d'années avant de se déplacer vers le sud. La connexion vitale provenait d'un autre individu ancien, l'homme de Spirit Cave du Nevada, qui a péri il y a 10 700 ans. Il a été découvert avec des outils de la tradition à tige occidentale, exactement la même technologie trouvée à Cooper's Ferry. L'examen génétique a établi qu'il était étroitement lié à l'enfant Danzig et par extension aux Amérindiens modernes. Cela relie tout parfaitement. Les gens qui ont créé les pointes à tige à Cooper S. Ferry il y a 16 000 ans étaient les ancêtres directs des gens Clovis qui ont émergé 3 000 ans après. Clovis n'a pas remplacé les premiers Américains, ils en descendaient. La tradition à tige occidentale n'était pas une preuve d'une migration distincte. C'était la technologie de la population fondatrice alors qu'ils voyageaient le long du littoral du Pacifique et avançaient vers l'intérieur. L'aspect le plus extraordinaire de Cooper's Ferry n'est pas simplement une date remarquable, c'est la continuité. Alors que le groupe creusait plus profondément, ils ont découvert des preuves d'habitation répétées couvrant 3000 ans, de 16 000 à 13 000 ans. Plusieurs générations sont revenues à cet endroit précis, ont utilisé la même terrasse fluviale, ont chassé les mêmes créatures et ont stocké des outils dans les mêmes fosses. La loi de superposition, un principe fondamental de la géologie, indique que le matériau le plus ancien est invariablement au fond dans les strates non perturbées. À Cooper's Ferry, les dépôts culturels les plus profonds datent d'environ 16 000 ans, étant donné qu'ils ont découvert des foyers entièrement développés, des outils avancés et des restes d'animaux traités à cette profondeur. L'activité humaine a presque certainement commencé encore plus tôt. Certains archéologues participants croient que la colonie originale pourrait atteindre 17 000 ans. La superposition et les preuves archéologiques suggèrent un début antérieur. Cela établit Cooper's Ferry comme l'une des colonies humaines confirmées les plus anciennes de l'hémisphère occidental. Cela fournit le dernier clou dans le cercueil de l'hypothèse du corridor libre de glace. Les premiers Américains n'ont pas attendu patiemment que la glace disparaisse. Ils n'ont pas marché à travers un passage confiné entre les glaciers. Ils étaient des marins accomplis qui ont voyagé le long de la côte du Pacifique avec des technologies asiatiques, naviguant dans des systèmes fluviaux profondément à l'intérieur du continent, des milliers d'années avant que nous croyions cela concevable. Le récit des premiers Américains s'est fondamentalement transformé. Ce n'est plus un récit de chasseurs de gros gibier traversant accidentellement un pont terrestre vers un continent inhabité.
C'est un récit d'exploration, d'ingéniosité et d'adaptation. Il concerne des embarcations naviguant dans des eaux glaciales. Il concerne des gens qui ont observé un delta fluvial depuis l'océan et ont choisi de le suivre. Il concerne une culture suffisamment avancée pour stocker des outils pour une récupération future et suffisamment structurée pour revenir au même camp génération après génération. Cooper's Ferry, avec ses cages dissimulées de pointe à tige, ses foyers qui brûlaient alors que les calottes glaciaires dominaient encore le Canada, et ses fragments de chevaux éteints se dressent comme preuve concluante. Lorsque ces pionniers maritimes sont arrivés aux rivières de l'Idaho, il y a 16 000 ans, ils n'ont pas simplement voyagé à travers. Ils ont allumé des feux, ils ont caché leurs trésors, ils ont chassé la mégafaune de l'ère glaciaire, et ils ont découvert un endroit méritant d'être appelé foyer